Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce mercredi. WhatsApp, l'application de messagerie qui a notamment fondé son immense popularité sur sa bonne réputation en matière de sécurité, admet avoir été infecté par un logiciel espion. L'administration de la Défense nationale a réagi. Les détails dans cette édition. La période de transition politique au Soudan va durer 3 ans. L'annonce a été faite par le Conseil militaire de transition après des discussions avec les représentants de la contestation. Cette période doit servir à préparer un transfert du pouvoir aux civils. Ce mois de Ramadan est celui de la piété et du partage. C'est aussi l'occasion de se réunir entre familles autour d'une table bien garnie. Les traditions et les plats préparés diffèrent d'une région à l'autre. Nous découvrirons de quoi est composé un ftour typique à Marrakech. Elle est située dans l'ancienne médina de Meknes. La mosquée Bed Bred'in est l'une des plus emblématiques de la cité ismaélienne. Cet édifice religieux qui date du XVIIIe siècle a été réhabilité en 2010. Grâce à ces travaux, la mosquée a retrouvé son lustre d'antan. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous ne le saviez peut-être pas, mais si vous utilisez l'application de messagerie instantanée WhatsApp, votre smartphone était vulnérable durant ces 2 derniers jours à des attaques malicieuses. Des chercheurs en sécurité ont en effet découvert une faille dans l'application qui permettrait à un logiciel espion d'accéder aux communications numériques des téléphones iPhone et Android. Heureusement, la solution est simple. Il suffit d'effectuer la mise à jour de l'application WhatsApp, comme l'a d'ailleurs préconisé l'administration de la Défense nationale qui a émis un bulletin de sécurité sur la question. Le point avec Hind Mnabni. C'est une nouvelle qui a déclenché un mouvement de panique, une faille de sécurité de l'application de messagerie instantanée WhatsApp qui permettrait d'accéder aux communications numériques de ses utilisateurs. Outre une réaction immédiate de l'entreprise, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, qui dépend de l'administration de la Défense nationale, a émis un bulletin de sécurité appelant à installer la dernière version de l'application. J'utilise WhatsApp, mais cela fait très longtemps que je n'ai pas fait de mise à jour. J'ai appris qu'il y avait une violation des protocoles de protection des données personnelles. Les ingénieurs de WhatsApp ont également incité les utilisateurs à maintenir leur système d'exploitation mobile à jour afin de protéger les informations stockées sur les appareils. J'utilise WhatsApp pour échanger des photos, des informations qui peuvent être piratées. Je l'utilise aussi pour communiquer avec des personnes très éloignées. Racheté par Facebook en 2014 pour 22 milliards de dollars, WhatsApp, utilisé par 1,5 milliard de personnes, a construit sa réputation sur la sécurité et la protection des données grâce à un système de chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que ni WhatsApp ni de tierces parties ne doivent pouvoir lire ou écouter les communications. Et la sécurité virtuelle était aujourd'hui au cœur de la rencontre à Paris entre le président français et la première ministre de Nouvelle-Zélande. Emmanuel Macron et Jacinda Ardern ont lancé l'appel de Christchurch contre les contenus en ligne terroristes et extrémistes. Un appel qui tire son nom de la ville néo-zélandaise où des attentats terroristes avaient été diffusés en direct sur Internet le 15 mars dernier. À travers cet appel, 10 chefs d'État, de gouvernements et d'organisations internationales ainsi que des acteurs majeurs du secteur du numérique s'engage à mener une action collective pour agir contre les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne et mettre fin à l'instrumentalisation d'Internet par les acteurs terroristes. À l'international, toujours, cette nouvelle étape dans la recherche d'un accord entre l'armée soudanaise et les représentants des manifestants. Le général Yasser Atta, membre du Conseil militaire, a annoncé le compromis trouvé entre les militaires et représentants des manifestants. Les uns voulaient une transition de 2 ans, les autres de 4 ans. Finalement, elle durera 3 ans. Selon le général, les 6 premiers mois seront consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. Et pour parler plus en détail de la situation au Soudan, avec moi sur le plateau, notre expert en relations internationales, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un accord entre l'armée soudanaise et les représentants des manifestants sur une transition politique de 3 ans a été trouvé. Est-ce que ça veut dire que c'est une éventuelle sortie de crise ?
Mais effectivement, surtout que les négociations ont duré depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, il y avait une peur terrible concernant l'aboutissement de ces négociations, du moment qu'il y a plusieurs forces en place qui essaient quand même de capoter ces négociations. Il faut aussi rappeler que le niveau de discussion et le niveau de conscience politique et le vouloir arriver à un compromis chez les deux parties, que ce soit chez les militaires ou chez l'opposition, est d'un niveau très élevé et non comparable avec certains pays arabes qui connaissent des problèmes. Alors dans ce cadre-là, il paraît que les deux parties, que ce soit l'armée et le Conseil militaire de transition et l'ALC, l'Alliance pour la liberté et le changement qui représente l'opposition, se sont mis d'accord sur la création de 3 institutions, principalement un Conseil souverain. On n'en a pas parlé beaucoup, on ne sait pas de quoi il sera composé, chacun des partis va essayer de le contrôler, mais il paraît que son rôle va être assez minime. Il y aura le cabinet qui est le gouvernement qui sera complètement géré par l'opposition, sauf pour le ministère de l'Intérieur et de la Défense qui seront gérés par les militaires, et c'est compréhensible. Et bien sûr, il y a l'Assemblée générale qui va être constituée de 300 personnes désignées et qui va gérer l'espace législatif dans les 3 années prochaines. Alors apparemment, ça va être géré à 67% par l'opposition, c'est-à-dire l'ALC. Les 33% restantes vont représenter les différentes forces politiques en place, qu'ils soient liés aux militaires ou autres. Et bien sûr, il y a eu une décision très importante, on n'en a pas parlé beaucoup, c'est que les deux parties se sont mis d'accord de consacrer les 6 premiers mois à gérer un des problèmes les plus épineux du Soudan, celui des rébellions concernant certaines régions, principalement la Nubie, le Kordofan et le Darfour, du moment que ces rébellions, qui sont plus ou moins séparatistes, vont gêner énormément cette période de transition. Alors, on en a parlé cette semaine, des violences ont éclaté à Khartoum, des violences qui ont fait 6 morts et de nombreux blessés. Est-ce que ces affrontements ne risquent pas d'entacher le processus qui est en cours? Effectivement, il y a eu des violences, principalement hier. Même aujourd'hui, d'ailleurs, il paraît qu'il y a eu des événements non confirmés encore, et principalement dans la ville d'Omdurman. Il y a eu une certaine position nouvelle des militaires qui ont demandé le gel de cet accord de ce matin jusqu'à ce qu'il y ait enlèvement de l'ensemble des barrages mis en place par les civils. Mais il paraît clair qu'il y a un certain nombre de forces, que ce soit ceux représentés par les anciens amis du président al-Bashir, principalement de son parti, le Congrès national, ou bien on parle aussi d'un certain nombre de miliciens qui faisaient partie de la garde rapprochée de général al-Bashir, qui sont intégrés aujourd'hui dans l'armée, qu'on appelle les RSF, c'est un régiment d'intervention rapide. Il paraît que ces forces-là sont en train de faire capoter ce processus du moment qu'ils sont en train de défendre les intérêts. Et il y a aussi un autre problème, celui de certaines interventions d'agenda étrangers qui essaient de mettre en place un régime qui leur est proche. Donc aujourd'hui, le Soudan vit dans une situation très difficile. Effectivement, les négociations peuvent arriver à terme et trouver une solution de compromis, mais les pouvoirs en place et les contradictions en place et les contradictions exogènes sont là parfois pour mettre beaucoup plus de barrières et de barrages et d'entraves à ce processus de paix et de résolution de conflits internes. Professeur Khalid Chgraoui, merci pour cet éclairage. Washington retire d'Irak une partie de ses diplomates. Le département d'État américain a ordonné ce mercredi à son personnel diplomatique non essentiel de quitter l'ambassade de Bagdad et le consulat d'Erbil dans un contexte de tensions croissantes avec l'Iran voisin. Washington a fait monter la pression sur Téhéran ces derniers jours et renforcé sa présence militaire dans le Golfe, faisant état de menaces inquiétantes et de signaux clairs de préparatifs iraniens d'attaques contre des intérêts américains dans la région. Moscou et Washington recherchent des terrains de rapprochement. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, venu en Russie briser la glace avec Vladimir Poutine, s'est efforcé de trouver des terrains d'entente sur des dossiers concrets comme la Syrie, malgré de nombreux désaccords persistants. La visite du secrétaire d'État américain à Sotchi, sur la mer Noire, où il a été reçu par le président russe après 3 heures d'entretien avec son homologue, Sergueï Lavrov, constitue la rencontre au plus haut niveau entre responsables des deux puissances rivales depuis le sommet d'Helsinki de juillet.
Retour à l'actualité nationale, plus d'un tiers des Marocaines ont été victimes de multiples formes de violence et près de 55% d'entre elles, au moins, ont vécu un type d'abus. Des chiffres préoccupants présentés par la ministre de la Famille, Bassima Hkawi, a mis en lumière les résultats de la deuxième enquête nationale sur la prévalence de la violence à l'égard des femmes, une étude qui vise à identifier les caractéristiques et le statut socio-économique des victimes et des auteurs de violences. Les développements dans ce reportage de Youssef Lotfi et Mustafa Saïdouni, le récit est de Hind Bnakmoubi. Plus de la moitié des Marocaines ont subi au moins une forme de violence lors de leur vie. C'est ce que démontrent les résultats de la deuxième enquête nationale sur le sujet qui place le taux de prévalence de la violence à l'égard des femmes à 54,4% au niveau national, avec des indices plus importants en milieu urbain qu'en milieu rural. Nous sommes en train d'appliquer la nouvelle loi. Il faut utiliser ces chiffres pour lutter contre les violences à travers les outils légaux et à travers la stratégie que va lancer le ministère de tutelle. Une stratégie qui vise à répondre aux conclusions inquiétantes de cette enquête qui démontre notamment que les violences dans le contexte conjugal sont les plus élevées, avec 54,4% des fiancés et 52,5% des femmes mariées qui ont été victimes de violences au niveau national. Les études scientifiques couplées aux recours législatifs et aux stratégies sont des outils de lutte contre les violences faites aux femmes pour leur assurer davantage de droits, de parité et d'égalité. L'enquête indique également que seuls 28% des victimes de violences alertent une personne ou une institution, faisant du silence et de la peur des répercussions des facteurs qui aggravent la tragédie des femmes violentées. Politique à présent, 13 membres du parti Authenticité et Modernité lancent l'appel de l'avenir dans ce texte diffusé aujourd'hui. Les signataires appellent à consolider la démocratie interne au sein du parti. Ils souhaitent également que les instances du PAM puissent accorder une plus grande place aux nouvelles générations de militants, notamment pour mettre fin à la crise que traverse actuellement cette formation politique. Reportage, le Mouloudi Zindine et Abdelhafid Lemnouar. Le récit est de Mehdi Soufiane. 13 membres du parti Authenticité et Modernité lancent l'appel de l'avenir. Parmi les signataires figurent Fatem Zahra Mansouri, présidente du Conseil national du parti, des députés et des membres du bureau politique du PAM, ainsi que du bureau fédéral. Les signataires appellent l'ensemble des composantes de cette formation politique à surmonter la crise et les conflits que traverse actuellement le parti. Dans le texte diffusé aujourd'hui, les signataires déclinent une série d'objectifs. Il s'agit notamment de renforcer la démocratie interne et une gestion régionale du parti. Il s'agit également de renouveler les élites locales et nationales du PAM. Les signataires appellent en effet à accorder une plus grande place à la nouvelle génération de militants. Dans leur texte, les signataires de l'appel de l'avenir soulignent aussi l'importance d'unifier le camp progressiste et démocrate au sein du champ politique national. Elle a une excellente réputation, la pastèque de Zagora. Sa notoriété, elle la doit à son goût sucré et sa précocité, mais aussi à son prix très bas. Dans cette région, le prix au kilo ne dépasse pas les 1,50 dirham. Reportage Nzaba Azizi El Miloudi et Hassan Belalim. Le récit est de Mehdi Soufiane. Environ 5 mois après le semis, la récolte de la pastèque bat son plein dans la région de Zagora. Ici, à Agdez, les cultivateurs cueillent ce fruit d'été. Précoce cette année, il est récolté en abondance et son prix est en baisse, contrairement aux saisons précédentes. Nous commençons la plantation à partir de janvier. Nous labourons la terre et nous semons les graines. Avec l'irrigation goutte à goutte, la pastèque est de bonne qualité, mais son prix est en baisse cette saison. Dans la zone d'action de l'Office régional de mise en valeur agricole de Ouarzazate, la production a atteint un chiffre total de 90 000 tonnes sur une superficie de près de 2200 hectares. Un programme de sensibilisation et d'aide technique a été mis en place au profit des agriculteurs. Cette année, les prix varient entre 1 dirham et 1,50 dirham. Cela est dû à l'abondance de la production. Nous veillons à sensibiliser les agriculteurs sur la culture de la pastèque dans la région, à travers notamment le programme de l'irrigation en goutte à goutte. La majorité de la production de la pastèque de Zagora est commercialisée hors de cette région, notamment à Agadir, Casablanca et Marrakech.
le reste étant écoulé dans les centres urbains et les marchés hebdomadaires de la région. Ce mois de Ramadan est celui de la piété, du partage et de la solidarité. C'est aussi l'occasion de se réunir entre familles autour d'une table bien garnie. Les traditions et les plats préparés diffèrent d'une région à l'autre. De quoi se compose un ftour typique à Marrakech? C'est ce qu'on va découvrir dans ce reportage lors duquel une famille marrakchi a ouvert ses portes à Izza Charqi et Mohamed Chehima. Quelques heures avant la rupture du jeûne, dans la médina de Marrakech, tout s'anime. Les jeûneurs remplissent activement leurs sacs des différents aliments qui composeront leur ftour. Et la tangia reste sans conteste le plat typique de la ville ocre, même pendant ce mois sacré. On prépare en général de la tangia, le plat le plus connu à Marrakech, ou bien un tagine. Le ftour marrakchi est connu pour sa convivialité, il est aussi connu pour sa tangia et son large choix de jus. Pour d'autres, le repas du ftour a beaucoup évolué. Les tagines et autres plats copieux ont laissé place aux petites préparations salées. La harira, quant à elle, accompagnée de petites douceurs sucrées, fait toujours l'unanimité. Aujourd'hui, il y a un grand choix de plats pour le ftour. Le plus important, c'est que la table soit bien garnie. Les traditions ont beaucoup évolué. Les mets ont évolué. Pour nous, la table du ftour doit principalement contenir de la harira accompagnée de shbakia en plus de brewat, de pizza et de crêpes farcies. Mais le ftour n'est pas qu'un ravissement pour les papilles, c'est aussi l'occasion de partager en famille des moments de convivialité, de partage et d'authenticité. Il est né à Marrakech. L'acteur marocain Abdellah Amrani s'est éteint hier soir dans sa ville natale à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. La dépouille du défunt a été inhumée cet après-midi à Marrakech dans un climat de recueillement en présence de nombreux artistes et des membres de sa famille. Reportage Lahsen Hobban et Adil Bouzkri, le récit est de Izza Charqi. C'est un grand artiste qui nous a quittés. Abdellah Amrani a été inhumé ce matin au cimetière d'Ouar al-Asker de Marrakech après la prière de Dohr. Le défunt s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. Le décès de l'acteur vient endeuiller des proches qui se remémorent la grandeur de cet homme. Nous avons perdu un père qui a beaucoup souffert de sa maladie avant de nous quitter. Aujourd'hui, le monde de l'art a perdu un de ses symboles. C'était une icône au vrai sens du terme, une icône du théâtre, une icône du cinéma, une icône en tout point. Sur scène comme pour le grand et le petit écran, il était l'un des acteurs les plus anciens et les plus appréciés. Sa maîtrise de l'art dramatique lui a valu la reconnaissance et le respect de ses pairs. C'était un frère, un ami, une relation de plus de 40 ou 50 ans. Il était connu pour sa prestance, son éloquence et sa gentillesse. Membre éminent de la troupe de théâtre national, Abdellah Amrani a marqué tous ceux qui ont croisé son chemin par son talent, sa générosité et surtout son humilité. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Elle est située dans l'ancienne médina de Meknès. La mosquée Bab Bred'Ayin est l'une des plus emblématiques de la cité ismaélienne. Cet édifice religieux qui date du XVIIIe siècle a été réhabilité en 2010 après l'effondrement de son minaret, un drame qui avait fait 41 morts et 75 blessés. Après ces travaux de réhabilitation, la mosquée a retrouvé son lustre d'antan avec son beau minaret blanc et ses portes majestueuses. Reportage Ala Eddin Lahmini et Sarah Jabri. Dans la partie nord de la médina de Meknès, une mosquée vieille de plus de 200 ans accueille encore aujourd'hui des fidèles venus de toute la cité ismaélienne. La mosquée Bab Bred'Ayin a été construite au XVIIIe siècle selon le style architectural mérinide par Khnata bint Bekkar, l'une des épouses du sultan Moulay Ismaël. Cet édifice a donné beaucoup plus de valeur à cette ville impériale qui a été, des siècles plus tard, inscrite sur les registres du patrimoine mondial de l'UNESCO. La mosquée Bab Bred'Ayin est une référence historique.
Un édifice fragilisé par le temps, en 2010, son minaret considéré comme l'un des plus hauts à Meknès s'effondre à l'heure de la grande prière du vendredi, faisant une quarantaine de morts. Suite à ce drame, les parties effondrées de la bâtisse ont été reconstruites à l'identique. Sa structure a été également renforcée. Sa Majesté le roi Mohamed VI avait donné ses hautes instructions pour la réhabilitation et la restauration totale de la mosquée, ce qui lui a redonné son lustre d'antan. En tant qu'acteur associatif, nous essayons de contribuer à la sauvegarde de cet édifice historique, de préserver et de promouvoir notre histoire et notre patrimoine en y organisant notamment plusieurs manifestations. En plus de la mosquée Bab Berdain, Meknès est réputé pour ses édifices religieux majestueux et ses médersas, un patrimoine religieux qui lui a valu dans le temps le surnom de la ville, aux 100 minarets. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Vous ne le saviez peut-être pas, mais si vous utilisez l'application de messagerie instantanée WhatsApp, votre smartphone était vulnérable durant ces 2 derniers jours à des attaques malicieuses. Des chercheurs en sécurité ont en effet découvert une faille dans l'application qui permettrait à un logiciel espion d'accéder aux communications numériques des téléphones iPhone et Android. Heureusement, la solution est simple. Il suffit d'effectuer la mise à jour de l'application, comme l'a d'ailleurs préconisé l'administration de la Défense nationale qui a émis un bulletin de sécurité sur la question. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Salahdine Romari aux alentours de minuit 20. Demain, à cette même place, Rizlan Taibi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.